Le domaine des Moreau s'étendait sur 3 hectares de terre parfaitement entretenus au cœur d'un village aisé de Provence, un monument à la réussite qui, étrangement, ressemblait davantage à un mausolée qu'à une maison de campagne. Chloé Dubois se tenait devant l'entrée de service par un matin gris de novembre. La lettre de convocation pour son entretien était serrée dans ses mains qui tremblaient légèrement, malgré tous ses efforts pour paraître assurée. Le vent frais, le mistral d'automne, s'engouffrait dans l'allée bordée de cyprès, faisant frissonner les dernières feuilles des platanes et ajoutant une couche de mélancolie à l'atmosphère déjà austère des lieux. La bâtisse en pierre, un mas provençal magnifique mais sans âme, se dressait devant elle, ses volets d'un bleu passé clos sur la plupart des fenêtres, comme des paupières fermées sur un monde intérieur inaccessible. À 26 ans, Chloé avait travaillé comme nounou et employée de maison pour 5 familles différentes au cours des 3 années qui avaient suivi son départ de sa région natale du Nord. Chaque poste avait été temporaire, un maillon d'une chaîne de précarité qu'elle espérait enfin briser. Chaque famille avait fini par choisir quelqu'un avec un meilleur accent, des diplômes plus formels, ou simplement quelqu'un qui correspondait mieux à l'image qu'elle se faisait du personnel de maison. Chloé avait appris à ne pas le prendre personnellement, à simplement faire de son mieux et à passer à autre chose lorsque l'inévitable se produisait. Mais ce poste était différent. Le salaire proposé était presque le double de ce qu'elle avait jamais gagné. L'annonce avait été précise, presque chirurgicale dans ses termes. Recherche employé de maison logée pour s'occuper d'un jeune garçon et de l'entretien de ses quartiers. Père célibataire. Discrétion exigée. Références essentielles. Expérience avec les enfants à besoins spécifiques appréciés mais non requises. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, à l'air sévère, vêtue d'un uniforme de gouvernante bien plus formel que tout ce que Chloé avait jamais vu. Son chignon gris était impeccable, pas une mèche ne dépassait, et son regard scrutateur la balaya de la tête aux pieds. « Vous devez être Chloé Dubois. Je suis Madame Valérie Lefebvre, la gouvernante. Vous êtes en avance de 3 minutes. C'est acceptable. » Sa voix était aussi nette et sans fioriture que son apparence. Chloé suivit Madame Lefebvre à travers des couloirs qui ressemblaient plus à ceux d'un musée qu'à ceux d'une maison habitée. Le sol en marbre froid renvoyait l'écho de leurs pas, les murs étaient ornés d'œuvres d'art coûteuses et de tapisseries anciennes qui absorbaient la lumière. Le mobilier, probablement des antiquités de grande valeur, semblait conçu pour être admiré, pas pour le confort. Tout était impeccable, silencieux et glacial. Elles passèrent plusieurs portes fermées, chacune un secret potentiel, avant que Madame Lefebvre ne s'arrête devant un bureau et ne frappe discrètement. « Entrez », lança une voix d'homme, sèche et distraite. Le bureau était dominé par un immense meuble en bois sombre où un homme était assis, entouré de multiples écrans d'ordinateur. Un téléphone était collé à son oreille tandis qu'il tapait frénétiquement sur un clavier. Il devait approcher de la quarantaine, porter un costume coûteux malgré le fait qu'il travaillait de chez lui, ses cheveux sombres parfaitement coiffés. Tout en lui suggérait la richesse, le pouvoir et une absorption totale en lui-même. C'était Stéphane Moreau, héritier de la fortune pharmaceutique des Moreau, PDG des industries Moreau à 35 ans et, d'après les pages mondaines que Chloé avait nerveusement consultées sur Google, l'un des célibataires les plus convoités de la région, bien qu'il soit veuf avec un jeune enfant. Il lui fit signe de s'asseoir d'un geste vague, sans interrompre sa conversation téléphonique ni même la regarder directement. Chloé s'installa sur le bord d'un fauteuil en cuir inconfortable, se sentant comme une intruse dans ce sanctuaire dédié au travail et à l'argent. Stéphane continuait son appel, parlant de bénéfices trimestriels, de projections de marché et d'offres publiques d'achat hostiles. Sa voix portait cette autorité innée de ceux qui n'ont jamais été contredits, de ceux à qui on n'a jamais dit non. Lorsqu'il raccrocha enfin, son regard tomba sur un dossier posé sur son bureau, sans doute la candidature et les références de Chloé, puis il la regarda vraiment pour la première fois. Ses yeux étaient d'un gris d'acier, vifs et impatients. Chloé Dubois. Vous avez travaillé pour les Henderson, les Blackwell, les Sutton, les Peterson et les Morgan. Aucun de ces postes n'a duré plus d'1 an. Son ton laissait entendre que c'était une faute de sa part. Les familles avaient différentes raisons de mettre fin à mon emploi, dit Chloé avec précaution, sa voix claire malgré la nervosité qui lui nouait l'estomac. Les Henderson ont déménagé à l'étranger. Les enfants des Blackwell sont partis en internat. Madame Sutton a décidé qu'elle préférait une jeune fille au père. Les Peterson ont eu des difficultés financières. Et les Morgan voulaient quelqu'un avec un diplôme officiel de puéricultrice. Et avez-vous une certification officielle? Non, monsieur.
Mais j'ai 3 frères et sœurs plus jeunes que j'ai aidés à élever, et je me suis occupé d'enfants allant du nourrisson à l'adolescent. Mes références témoignent de mes capacités. Stéphane émit un son neutre et retourna à son dossier. Le poste ici est unique. Mon fils, Léo, a 5 ans. Il est aveugle de naissance, une maladie congénitale que de multiples spécialistes ont confirmée comme étant irréversible. Il nécessite une surveillance constante, une assistance pour toutes les activités quotidiennes et de la patience face à ses capacités limitées. La façon dont il prononça « capacité limitée » fit se contracter le ventre de Chloé, mais elle garda une expression neutre. Léo a eu cette nounou au cours des 3 dernières années, poursuivit Stéphane, son regard se faisant plus dur. Aucune n'a convenu. Soit elle trouvait le travail trop exigeant, soit elle ne supportait pas son handicap, soit elle devenait trop attachée émotionnellement et dépassait les limites de leur fonction. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse fournir des soins professionnels et compétents sans s'impliquer personnellement ni nourrir d'attentes irréalistes concernant son état. Puis-je vous demander ce qui est arrivé à sa mère ? Demanda doucement Chloé. L'expression de Stéphane se durcit encore plus, se transformant en un masque de glace. Ma femme est décédée quand Léo avait 18 mois. Un accident de voiture. Cette information n'est pas pertinente pour vos responsabilités professionnelles. Je comprends. Je demande seulement parce que le deuil, celui de l'enfant comme celui du père, est pertinent dans la prise en charge. Pour la première fois, Stéphane Moreau regarda Chloé avec ce qui ressemblait à une véritable attention. Une étincelle de surprise traversa ses yeux froids. Vous êtes plutôt direct pour quelqu'un qui postule à un poste de domestique. J'ai appris qu'en travaillant avec des enfants, l'honnêteté est nécessaire, monsieur. Et travailler avec des familles en souffrance exige de comprendre la nature de cette souffrance. Stéphane l'étudia un long moment, un silence pesant s'installant dans le bureau, uniquement troublé par le ronronnement silencieux des ordinateurs. Puis il dit, le poste est rémunéré 75 000 € par an. Chambre et pension comprises. Vous aurez vos dimanches de congé et 2 semaines de vacances par an. Votre responsabilité première est Léo, l'habiller, lui donner son bain, le nourrir, assurer sa sécurité et l'occuper. Madame Lefebvre gère le reste du personnel. Je suis rarement à la maison et je préfère ne pas être dérangé quand j'y suis. Léo ne doit en aucun cas entrer dans mon bureau ou mon espace de travail. Avez-vous des questions ? Chloé avait une centaine de questions, des questions sur le petit garçon qui vivait dans cette maison froide, sur sa vie, ses joies, ses peines. Mais elle posa la plus importante. Puis-je rencontrer Léo avant de prendre ma décision d'accepter le poste ? Stéphane parut surpris. C'est inhabituel. La plupart des candidates s'informent simplement du salaire et du logement. La plupart des candidates n'ont peut-être pas eu à s'occuper d'un enfant de 5 ans qui a vécu une perte aussi importante, répondit Chloé, sa voix douce mais ferme. J'ai besoin de rencontrer Léo pour savoir si je suis la bonne personne pour lui. Pas seulement si le poste est la bonne solution pour moi. Quelque chose changea dans l'expression de Stéphane. Pas tout à fait du respect, mais peut-être la reconnaissance que Chloé était différente des précédentes. Bien. Madame Lefebvre, conduisez Mademoiselle Dubois auprès de Léo. J'ai un autre appel dans 5 minutes. Il décrochait déjà son téléphone avant même qu'elle ne quitte le bureau, se replongeant instantanément dans son monde de chiffres et de stratégie. Madame Lefebvre mena Chloé jusqu'à un grand escalier, puis au 2e étage, le long d'un autre couloir interminable. Elle s'arrêta devant une porte sur laquelle était accroché un petit panneau en bois gravé, « La chambre de Léo ». Le garçon est assez difficile, avertit doucement Madame Lefebvre, baissant la voix comme pour partager un secret. Ne le prenez pas personnellement s'il ne répond pas ou se montre hostile. Il a été comme ça avec toutes les autres. Monsieur Moreau pense que c'est simplement sa nature. Chloé frappa doucement puis entra sans attendre de réponse. Les enfants de l'âge de Léo invitaient rarement les gens à entrer dans leur monde. La chambre était immense et meublée avec des pièces coûteuses, remplies de jouets qui semblaient n'avoir jamais servi et de livres qui paraissaient purement décoratifs. Tout était parfaitement rangé, sans la vie et le désordre joyeux qui caractérisent habituellement une chambre d'enfant. Dans un coin, assis sur un fauteuil à bascule face à la fenêtre, se trouvait un petit garçon aux cheveux sombres et aux traits délicats. Il portait des vêtements de marque qui semblaient trop grands pour lui, comme s'il flottait dedans. Ses yeux, d'un bleu-gris saisissant, fixaient le vide, ne suivant aucun mouvement, ne se concentrant sur rien, confirmant la cécité que son père avait mentionnée.
Léo, dit doucement Chloé. Je m'appelle Chloé. Je suis venu pour te rencontrer. Le garçon ne répondit pas. Il ne tourna pas la tête, ne reconnut sa présence d'aucune manière. Il continua de se balancer doucement, un mouvement presque imperceptible. Je vous avais prévenu, murmura Madame Lefebvre à la porte. Il est comme ça avec tout le monde. Mais Chloé remarqua quelque chose. Quelque chose que Madame Lefebvre, dans son acceptation résignée de la situation, n'avait manifestement pas vu. Les mains de Léo étaient agrippées si fort au bras du fauteuil que ses phalanges étaient blanches. Son petit corps était rigide de tension, et non d'indifférence. Ce n'était pas un enfant qui ne pouvait pas répondre. C'était un enfant qui avait appris à ne pas répondre. Chloé traversa lentement la pièce, ses pas délibérément audibles sur le parquet pour que Léo puisse suivre son approche par le son. Elle s'agenouilla à côté de son fauteuil, assez près pour qu'il puisse sentir sa présence, mais pas au point de paraître menaçante. « Léo, je vais me décrire pour que tu saches qui je suis, » dit Chloé tranquillement. « J'ai 26 ans. J'ai des cheveux bruns que je porte en queue de cheval. Je porte un gilet vert sur une robe bleue avec un col blanc. Je suis plus petite que Madame Lefebvre. Elle est grande, et moi je suis de taille moyenne. J'ai les mains chaudes et je sens un peu la vanille, c'est la crème que j'utilise. Peux-tu me dire quelque chose sur toi? Toujours rien. Mais Chloé vit les doigts de Léo se desserrer légèrement sur le bois du fauteuil. Une minuscule fissure dans l'armure. Je vais te dire quelque chose de vrai sur moi, continua Chloé, sa voix toujours aussi douce. J'ai peur en ce moment. Je suis ici pour un travail qui consiste à m'occuper de toi, et je crains de ne pas être assez douée, ou assez intelligente, ou assez patiente. Mais j'aimerais vraiment essayer, si tu me le permets. La tête de Léo pivota légèrement, pas vers Chloé, mais dans sa direction générale. Un progrès. Je me suis occupé d'autres enfants, mais je ne me suis jamais occupé d'un enfant aveugle. Alors je ferai probablement des erreurs. Si j'en fais, j'espère que tu seras patient avec moi et que tu m'apprendras à faire mieux. Penses-tu que tu pourrais faire ça? Tu parles trop, dit soudain Léo, sa voix petite mais claire, presque rouillée par le manque d'usage. Tout le monde parle trop. Il pense que je n'entends pas bien parce que je ne vois pas bien. Chloé sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. Tu as absolument raison. Je parle beaucoup trop. Préférerais-tu que je me taise? Je préférerais que tu partes, dit Léo sans détour. Elles partent toutes à la fin de toute façon. Autant que tu partes maintenant. Ces mots, prononcés d'un ton si factuel par un enfant de 5 ans, brisèrent le cœur de Chloé. Tu as raison, il est possible que je parte un jour. Mais pas aujourd'hui. Pas cette semaine. Et si je dois partir, je ne le ferai pas sans te dire au revoir correctement. Est-ce que ce serait acceptable? Léo resta silencieux un long moment. Puis il dit, presque dans un souffle, mon père dit que je suis aveugle et que c'est pour ça que je ne peux pas faire les choses. C'est vrai? Chloé choisit ses mots avec une infinie précaution. Tu es aveugle, oui. Cela veut dire que tes yeux ne fonctionnent pas comme les yeux de certaines personnes. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire les choses. Ça veut dire que tu fais les choses différemment. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles et qui font des choses incroyables. Ils sont professeurs, musiciens, athlètes, artistes. Être aveugle change la façon dont tu perçois le monde, mais ça ne détermine pas ce que tu peux accomplir. Mon père dit que j'ai des capacités limitées, reprit Léo, faisant écho à la phrase terrible que Stéphane avait utilisée. Ton père a tort, dit Chloé fermement, puis s'inquiéta aussitôt d'avoir outrepassé ses droits. Mais la tête de Léo se tourna complètement vers elle maintenant, ses yeux qui ne voyaient pas dirigés vers son visage, son expression montrant le premier véritable intérêt qu'elle avait vu. Personne ne dit que mon père a tort, dit Léo, un soupçon d'émerveillement dans la voix. Alors je serai la première, répondit Chloé. Tu n'as pas de capacité limitée, Léo. Tu as des capacités différentes. Et je pense que tu es probablement capable de bien plus de choses que quiconque ne t'en a jamais cru capable. Comment tu le sais? La défia Léo. Tu viens juste de me rencontrer. Parce que tu m'as parlé avec des phrases complètes, ce qui signifie que ton esprit est vif. Parce que tu m'as dit que tout le monde parle trop, ce qui signifie que tu es observateur et analytique.
Parce que tu me testes en ce moment même pour voir si je suis comme toutes les autres, ce qui signifie que tu es assez intelligent pour reconnaître des schémas et te protéger. Ce ne sont pas des capacités limitées, Léo. C'est une intelligence considérable. Pour la toute première fois, Léo sourit. Une petite expression timide qui transforma son visage sérieux en celui de l'enfant qu'il aurait dû être. « Tu vas prendre le travail » demanda-t-il. « Oui, décida Chloé à cet instant précis. « Si ton père veut bien de moi. »« Il voudra bien, » dit Léo avec certitude. « Il embauche toujours des gens. Il ne fait juste pas attention à savoir s'ils sont bons ou pas. » Chloé accepta le poste. En une semaine, elle avait emménagé dans la petite mais confortable chambre de bonne au 3e étage et commençait à établir une routine avec Léo. Mais plus elle passait de temps avec le garçon, plus elle était convaincue que quelque chose n'allait pas. Léo se déplaçait dans la maison avec la démarche hésitante et incertaine d'une personne totalement aveugle, les mains tendues, les pas traînants, une anxiété constante face aux obstacles. Il avait besoin d'aide pour tout, s'habiller, manger, se déplacer d'une pièce à l'autre. Pourtant, Chloé remarqua de petites incohérences qui la troublaient. Une fois, Léo tendit la main pour attraper un jouet qui était tombé, sa main allant directement dessus sans tâtonner ni chercher comme une personne aveugle l'aurait fait. Quand Chloé le mentionna, Léo se figea puis dit qu'il avait entendu où il était tombé. Mais il l'avait attrapé avant que l'objet n'ait fini sa course, avant que le son n'ait pu trahir son emplacement final. Une autre fois, Chloé lisait une histoire à Léo, décrivant les illustrations d'un livre d'images puisqu'il ne pouvait pas les voir. Quand elle décrivit un personnage portant un chapeau rouge, Léo la corrigea. « Il n'est pas rouge, il est orange. »« Comment le sais-tu » demanda Chloé, prudemment. « Ma mère me les décrivait, » dit rapidement Léo, avant de mourir. « Je me souviens. » Mais le livre était nouveau. Chloé avait vu Madame Lefebvre l'acheter la semaine précédente. La mère de Léo, Sandrine Moreau, était morte il y a 3 ans et demi. Il ne pouvait pas se souvenir des descriptions d'un livre qui n'existait pas à l'époque. La révélation eut lieu pendant le bain de Léo, 1 mois après l'arrivée de Chloé. Elle avait établi une routine, faire couler le bain, aider Léo à se déshabiller, puis le guider dans l'eau. Elle bavardait de sa journée en le faisant, sans attendre de réponse, lorsqu'elle se retourna pour prendre une serviette. « Ne mets pas le savon bleu, » dit Léo. « Je n'aime pas le savon bleu. » Chloé se retourna lentement. Tous les savons avaient la même forme, rangés dans des contenants identiques. Elle était sur le point d'en prendre un au hasard. « Léo, comment sais-tu quel savon j'allais utiliser » Léo devint très calme, tout son corps se tendant. « J'ai senti l'odeur. Les savons ne sont pas encore ouverts. Ils sont encore scellés dans leur emballage. Tu ne peux pas les sentir. » J'ai deviné, essaya Léo, sa voix devenant un murmure. Chloé s'assit doucement sur le bord de la baignoire. « Léo mon chéri, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce que tu peux voir ?» Le visage du garçon se décomposa. « Je ne dois pas le dire. J'ai promis. » « Promis à qui ? » « Je me suis promis à moi-même. Et je crois que c'était ta maman. Je ne me souviens pas très bien. Mais je suis aveugle. Tous les docteurs disent que je suis aveugle. Papa dit que je suis aveugle. Tout le monde le dit, alors je dois être aveugle. Chloé sentit une certitude glaciale s'installer en elle. « Léo, je vais te demander de faire quelque chose, et j'ai besoin que tu sois très honnête avec moi. Tu peux faire ça ?» Léo hocha la tête, hésitant. « Ferme les yeux. » Très fort. Chloé attendit que Léo s'exécute. « Maintenant, je vais lever des doigts. N'ouvre pas les yeux tout de suite. Quand je dirai un maintenant, dis-moi combien de doigts tu vois. » Elle leva 3 doigts. « Maintenant. » Léo entr'ouvrit ses paupières, puis les referma aussitôt. « Tu montres 3 doigts. Mais je ne suis pas censé pouvoir voir ça. Je suis aveugle. Léo, ouvre les yeux et regarde-moi bien. » Le garçon obéit, et Chloé vit clairement que ses yeux suivaient ses mouvements, se concentraient sur son visage, montraient tous les signes d'une vision normale. « Tu n'es pas aveugle, n'est-ce pas ?» dit Chloé doucement. Léo éclata en sanglots. D'énormes sanglots haletants qui secouaient son petit corps. Chloé le prit immédiatement dans ses bras, se moquant d'être trempé.
Ce n'est pas grave, murmura-t-elle. Tu n'as rien fait de mal. Je te promets que tu n'as rien fait de mal. Papa dit que je suis aveugle, sanglota Léo contre son épaule. Tous les docteurs disent que je suis aveugle. Alors je dois être aveugle. Si je ne suis pas aveugle, alors maman est morte pour rien. Le sang de Chloé se glaça. Que veux-tu dire, mon chéri? Entre les sanglots, l'histoire émergea par fragments que Chloé dut rassembler. Léo était né avec une grave maladie oculaire congénitale, une maladie qui, selon les premiers diagnostics, devait le rendre complètement aveugle avant son 2e anniversaire. Sa mère, Sandrine, désespérée de sauver sa vue, avait fait des recherches sur des traitements expérimentaux et avait trouvé une procédure prometteuse menée en Suisse. Elle s'y était rendue avec Léo quand il avait 16 mois, laissant Stéphane en France pour des obligations professionnelles qu'il avait prétendu ne pas pouvoir manquer. Le traitement avait été un succès. La maladie de Léo était complètement guérie. Mais sur le chemin du retour de l'aéroport, leur voiture avait été percutée par un chauffard ivre. La mère de Léo était morte sur le coup. Léo, dans son siège auto, avait survécu avec des blessures mineures. Papa était si triste, chuchota Léo. Il n'arrêtait pas de dire « Maman est morte en essayant de me réparer ». Il disait qu'elle était allée en Suisse pour sauver mes yeux et qu'ensuite elle avait disparu. Il me regardait comme s'il aurait préféré que je sois encore aveugle, parce qu'alors maman ne serait pas morte. Oh, Léo, souffla Chloé, le cœur serré. Et puis les docteurs ont tous dit que j'étais aveugle de toute façon. Ils ont dit que le traitement n'avait pas marché. Ils ont dit que mes yeux ne fonctionnaient pas bien et papa les a crus. Alors j'ai pensé que j'imaginais peut-être que je pouvais voir. Peut-être que je voulais tellement voir que je l'inventais. Alors j'ai fait semblant d'être aveugle comme tout le monde le disait. Et puis papa a arrêté de me regarder avec ce visage triste. Il a arrêté d'être en colère que maman soit morte pour rien. Alors j'ai continué à faire semblant. Chloé sentit des larmes couler sur ses propres joues. Cet enfant brillant et perspicace, avait passé 3 ans et demi à faire semblant d'être aveugle pour épargner les sentiments de son père, pour donner un sens à la mort de sa mère, pour trouver un moyen de gérer un deuil et un traumatisme qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir à porter. Léo, écoute-moi très attentivement, dit Chloé, se reculant pour le regarder dans les yeux. Tu peux voir. Le traitement de ta mère a fonctionné. Les médecins qui ont dit que tu étais aveugle avaient tort. Et ton père les croit parce que des professionnels de la santé en qui il avait confiance le lui ont dit, et parce que cela correspondait à ce à quoi il s'attendait après la mort de ta mère. Mais tu n'es pas aveugle, mon chéri. Tu ne l'as jamais été. Mais maman alors? Demanda Léo, le visage strié de larmes. Si je ne suis pas aveugle, alors elle est morte et ça n'a servi à rien. Le traitement a marché, mais elle est morte quand même. Ta mère est morte dans un accident, dit Chloé fermement. Un accident terrible et injuste qui n'avait rien à voir avec toi, ou ton traitement, ou le fait que tu puisses voir ou non. Elle est morte parce qu'un chauffard ivre a percuté sa voiture. C'est tout. Sa mort n'était pas de ta faute. Et elle n'a ni plus ni moins de sens que tu puisses voir. Léo la regarda avec ses yeux bleu-gris saisissants. Des yeux qui fonctionnaient parfaitement, des yeux qui avaient tout vu pendant que tout le monde insistait sur le fait qu'ils ne pouvaient pas. Alors, je ne suis plus obligé d'être aveugle? Tu n'as jamais été obligé de l'être, dit Chloé doucement. Mais tu pensais que tu le devais, pour protéger ton père et honorer ta mère. C'était très courageux et très gentil de ta part. Mais Léo, tu ne devrais pas avoir à porter ce fardeau. Tu as 5 ans. Tu devrais apprendre, jouer et grandir, pas faire semblant d'être handicapé pour que les adultes se sentent mieux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Léo, et la question sonnait d'une manière déchirante dans sa bouche d'adulte. Maintenant, dit Chloé, sa résolution durcissant sa voix, nous allons dire la vérité à ton père. Ce soir-là, après que Léo fut baigné, habillé et installé dans son lit, Chloé frappa à la porte du bureau de Stéphane Moreau. Il ne répondit pas. Elle pouvait voir par la porte entr'ouverte qu'il était en visioconférence, entouré de ses moniteurs, complètement absorbé par son travail. Chloé frappa à nouveau, plus fort. Pas maintenant, lança Stéphane sans lever les yeux. Monsieur Moreau, je dois vous parler de Léo. C'est urgent. Quoi que ce soit, ça peut attendre demain matin. Non, monsieur. Ça ne peut vraiment pas.
Quelque chose dans le ton de Chloé le fit enfin réagir. Stéphane mit fin à son appel abruptement et leva les yeux, visiblement agacé. « J'espère pour vous que c'est réellement urgent, mademoiselle Dubois.